Bonjour, je m'appelle Olivier. J'ai 26 ans et je travaille comme assistant de direction chez Dumas & Associés, un cabinet de conseil en stratégie basé à Lyon. C'est un titre qui sonne bien sur une carte de visite, mais en réalité, je suis celui qui s'assure que Solange Dumas, la fondatrice et directrice générale, n'oublie pas ses rendez-vous, que ses présentations soient impeccables et que son café soit exactement comme elle l'aime, noir, sans sucre, servi à 7h30 précise. Je suis célibataire, je vis dans un studio pas loin du Vieux-Lyon, et ma vie est stable, prévisible, parfaitement organisée autour des exigences de Madame Dumas. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple trajet de retour d'un séminaire d'entreprise pourrait tout changer entre nous. Je n'aurais jamais pensé qu'une tempête, un chalet isolé, et une phrase prononcée devant une cheminée crachotante redéfinirait complètement ce que je croyais savoir sur elle, sur moi, et sur les barrières qui nous séparaient. Solange Dumas est une femme de 32 ans qui commande le respect dès qu'elle entre dans une pièce. Elle mesure environ 1,70 m, porte toujours des tailleurs parfaitement coupés, gris anthracite, bleu marine, noir, et ses cheveux châtains sont tirés en un chignon strict qui ne laisse jamais échapper une mèche rebelle. Ses yeux sont d'un brun intense, presque sévère, et son regard peut glacer n'importe quel interlocuteur en une fraction de seconde. Elle a fondé son cabinet à 28 ans, après avoir quitté un grand groupe parisien où elle estimait qu'on ne la prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, Dumas & Associés compte 15 employés et une clientèle prestigieuse qui va des start-up prometteuses aux multinationales établies. Solange est brillante, exigeante et terriblement intimidante. Nos interactions se résument à des briefings matinaux, des validations de dossiers et des regards réprobateurs quand j'ose suggérer qu'elle devrait peut-être prendre une pause déjeuner de temps en temps. Il y a un fossé immense entre nous. Elle est la patronne, moi l'assistant. Elle est l'architecte de sa propre réussite, moi celui qui range les dossiers après ses réunions. Elle vit dans un appartement haussmannien avec vue sur la Saône. Je vis dans 25 mètres carrés sous les toits. Nous n'avons rien en commun, sauf le fait que nous passons 10 heures par jour à quelques mètres l'un de l'autre. Et jusqu'à ce jour de novembre pluvieux, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse en être autrement. Le séminaire annuel de Dumas & Associés se tenait cette année dans un hôtel près de Grenoble, au pied des Alpes. 2 jours de présentation, de team building forcé et de dîner d'entreprise où tout le monde fait semblant de s'amuser. Solange avait insisté pour que je l'accompagne. Quelqu'un devait bien prendre des notes, gérer les imprévus et s'assurer que la logistique soit parfaite. Le dernier jour, un vendredi après-midi, nous avons terminé plus tôt que prévu. La plupart des collègues sont restés pour profiter du spa de l'hôtel ou faire une randonnée dans les environs, mais Solange voulait rentrer immédiatement. J'ai une réunion importante lundi matin, Olivier. Nous partons maintenant. Pas de discussion possible. Nous avons pris sa voiture, une Audi noire élégante et silencieuse, et nous nous sommes engagés sur la route sinueuse qui descendait vers Lyon. Au début, tout allait bien. Le ciel était gris, mais rien d'inquiétant pour un mois de novembre. Solange conduisait avec cette précision froide qui la caractérise, et moi j'étais assis côté passager, mon ordinateur portable ouvert sur les genoux, en train de finaliser le compte-rendu du séminaire. Nous n'avons pratiquement pas échangé un mot pendant la première heure. C'était normal. Notre silence était professionnel, confortable dans sa froideur habituelle. Puis le ciel a commencé à noircir. En l'espace de 20 minutes, les nuages ont viré au gris anthracite, puis au noir d'encre. Les premières gouttes ont frappé le pare-brise avec une violence surprenante, et en quelques instants, nous étions pris dans un déluge. La visibilité est devenue quasi nulle. Solange a ralenti, serrant le volant avec une concentration accrue. « Ça va passer », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Mais ça n'est pas passé. La pluie redoublait d'intensité, le vent secouait la voiture, et les essuie-glaces, même à pleine vitesse, ne parvenaient plus à dégager la vue. Nous avons dépassé un panneau indiquant un village à 5 km, mais la route était devenue impraticable. Des branches arrachées jonchèrent la chaussée, et à un moment, un arbre entier s'est effondré à une 50aine de mètres devant nous. Solange a pilé. « Merde !» a-t-elle lâché, ce qui était extrêmement rare. Elle ne jurait jamais. Je me suis redressé, le cœur battant. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver un endroit où s'arrêter. Elle a hoché la tête, les mâchoires serrées, et a fait demi-tour prudemment. Nous avons roulé lentement pendant encore 10 minutes, cherchant désespérément un refuge. C'est alors que j'ai aperçu sur le bas-côté une petite pancarte en bois délavé. Chalet à louer, 500 mètres. J'ai pointé du doigt. Là, Solange a tourné sans hésiter. Le chemin était à peine carrossable.
un sentier de terre détrempée qui serpentait entre les arbres. La voiture a tangué, les roues patinant dans la boue, mais Solange a tenu bon. Au bout du chemin, un petit chalet en bois est apparu, niché contre la montagne, à moitié caché par la végétation. Il semblait abandonné, ou du moins, inoccupé. Solange s'est garée aussi près que possible de l'entrée. « Attendez ici, je vais vérifier s'il y a quelqu'un », ai-je dit en ouvrant ma portière. Grave erreur. À l'instant où j'ai mis un pied dehors, le vent m'a frappé de plein fouet, et la pluie, glaciale et impitoyable, s'est abattue sur moi comme une douche froide en pleine puissance. J'ai couru vers la porte du chalet complètement trempé en quelques secondes. J'ai frappé puis essayé la poignée. Elle était ouverte. Je me suis retourné et j'ai fait signe à Solange de venir. Elle a attrapé son sac, ouvert la portière et a sprinté vers l'entrée. Nous nous sommes retrouvés tous les deux à l'intérieur, essoufflés, dégoulinants. Elle avait eu le temps d'attraper son imperméable dans le coffre et était relativement protégée. Mais moi, j'étais une catastrophe ambulante. Mon costume gris était collé à ma peau, mes cheveux dégoulinaient et je tremblais déjà de froid. Solange a refermé la porte derrière nous et a allumé la lumière. L'électricité fonctionnait. Dieu merci. Le chalet était petit mais propre, manifestement entretenu pour les locations touristiques. Il y avait une pièce principale avec une kitchenette, une table en bois, 2 fauteuils usés, et surtout, une grande cheminée en pierre. Au fond, une porte entr'ouverte laissait entrevoir une chambre avec un lit double. Solange a balayé les lieux du regard puis m'a observé. J'étais là, debout près de l'entrée, laissant une flaque se former sous mes pieds, claquant des dents. « Olivier, tu es complètement trempé. Je vais bien, Madame Dumas. » C'était un mensonge évident. Je tremblais de tout mon corps. Elle a secoué la tête, agacée, et a retiré son imperméable. Dessous, son tailleur était impeccable, à peine humide. Elle a posé son sac sur la table et s'est dirigée vers la cheminée. « Il faut faire du feu. Tu vas attraper froid comme ça. » Elle s'est accroupie devant l'âtre, a trouvé des bûches soigneusement empilées à côté et du papier journal dans un panier. En quelques gestes précis, elle a préparé un feu de camp parfait. J'étais impressionné. Je n'aurais jamais imaginé Solange Dumas, la femme qui commandait des consultants en stratégie et négociait des contrats à 7 chiffres, en train d'allumer une cheminée dans un chalet perdu. Elle a craqué une allumette, et les flammes ont léché le papier avant de s'attaquer au petit bois. Le feu a pris rapidement, illuminant la pièce d'une lumière chaude et dansante. Solange s'est relevée et m'a regardé. « Approche-toi du feu. » Je me suis avancé, les bras croisés contre ma poitrine, essayant en vain de retenir mes tremblements. La chaleur commençait à peine à atteindre ma peau, mais mes vêtements trempés neutralisaient tout. « Ça va aller, Non, ça ne va pas aller. » Sa voix était ferme, presque agacée. « Tu vas attraper une pneumonie si tu restes comme ça. » Elle s'est approchée de moi, et pour la première fois depuis que je travaillais pour elle, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus le regard glacial de la patronne, mais quelque chose de plus humain, inquiet peut-être. Elle a tendu la main et a touché ma manche. L'eau ruisselait encore du tissu. « Enlève tes vêtements. » J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Pardon ? Enlève tes vêtements, Olivier. Je vais les mettre à sécher près du feu. Tu ne peux pas rester comme ça. » Mon cerveau a court-circuité. Maintenant, c'était tout ce que j'ai réussi à articuler. La question était stupide, mais j'étais complètement pris au dépourvu. Solange n'a pas répondu immédiatement. Elle m'a fixé, et l'ombre d'un sourire, un vrai sourire, pas celui poli qu'elle arborait en réunion, est passé sur ses lèvres. Oui, maintenant. Elle a reculé d'un pas et a croisé les bras. Je vais chercher des couvertures dans la chambre. Déshabille-toi et enroule-toi dedans. Et ne fais pas l'idiot, Olivier. Nous sommes 2 adultes. Elle a tourné les talons et est entrée dans la chambre. J'ai entendu le bruit d'une armoire qu'on ouvre. Je suis resté planté là, hébété, dégoulinant, tremblant, face au feu qui crépitait joyeusement. Mes doigts engourdis ont commencé à défaire les boutons de ma chemise. C'était absurde. J'étais en train de me déshabiller devant ma patronne. Enfin, elle n'était pas exactement devant moi à cet instant, mais quand même. Ma chemise est tombée au sol avec un bruit mouillé désagréable. J'ai retiré mon pantalon, mes chaussettes, et je suis resté en boxer, grelottant, les bras croisés contre ma poitrine. Solange est réapparue avec 2 grandes couvertures en laine. Elle m'a tendu une sans regarder directement dans ma direction, ce qui était étrangement délicat de sa part. « Enroule-toi là-dedans. » J'ai obéi, enveloppant la couverture autour de mes épaules comme une cape. La laine était rugueuse mais chaude. Solange a ramassé mes vêtements et les a étalés sur le dossier des fauteuils, qu'elle a traîné près du feu. Puis elle a retiré sa veste de tailleur, l'a posée soigneusement sur la table et s'est installée dans l'un des fauteuils, la 2e couverture drapée sur ses épaules. Le feu crépitait entre nous.
Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlait, et la pluie martelait le toit du chalet comme un tambour déchaîné. « Merci », ai-je murmuré. C'était la première fois que je la remerciais pour quelque chose d'aussi personnel. Habituellement, nos échanges étaient limités à des « oui, Madame Dumas » et des « tout de suite, Madame Dumas ». Elle a hoché la tête. « Il n'y a pas de quoi. Je ne peux pas te laisser tomber malade. Qui me ferait mon café demain matin ?» C'était dit avec une pointe d'humour, et j'ai ri malgré moi, un petit rire nerveux. C'était étrange de l'entendre plaisanter. Elle ne plaisantait jamais. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les flammes danser. Le silence était différent de celui dans la voiture. Il n'était plus professionnel ni froid. Il était partagé, presque confortable. « On dirait qu'on va devoir passer la nuit ici », a-t-elle dit finalement, brisant le silence. La tempête ne montre aucun signe de faiblesse. Vous avez raison. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Dehors, c'était le chaos. Vous pensez que quelqu'un va s'inquiéter? J'ai envoyé un message à mon frère avant que le réseau ne coupe. Il sait que nous sommes en sécurité quelque part. Et toi? Non. Il n'y a personne qui m'attende vraiment. C'était une vérité triste mais réelle. Ma vie sociale était quasi inexistante. Solange m'a regardé et j'ai cru déceler une lueur de compassion, pitié. Je n'étais pas sûr. Tu es toujours seul, Olivier? La question m'a surpris. Elle ne m'avait jamais rien demandé de personnel auparavant. Oui, je veux dire, je sors avec des amis de temps en temps, mais oui, je suis célibataire. Depuis longtemps? 2 ans. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, ma dernière relation s'est terminée parce que, selon elle, j'étais marié avec mon travail. Solange a eu un petit rire sans joie. Ça me rappelle quelque chose. Le silence est retombé, mais cette fois, il pesait différemment. J'ai senti qu'une porte venait de s'entr'ouvrir, une porte que je n'avais jamais imaginé pouvoir franchir. Et vous, Madame Dumas? J'ai posé la question avant de pouvoir me censurer. Vous avez quelqu'un? Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me remettre à ma place, me rappeler les limites professionnelles que je venais de franchir. Mais au lieu de ça, elle a soupiré et a détourné le regard vers le feu. Non. Sa voix était douce, presque mélancolique. J'ai été marié, il y a longtemps. Ça n'a pas duré. Mon ex-mari disait que j'étais incapable d'équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Il avait raison. J'ai été choqué. Solange Dumas, mariée, divorcée, c'était impensable. Elle était toujours si blindée. Je suis désolé, ai-je dit, ne sachant pas quoi dire d'autre. Ne le sois pas. C'était il y a 5 ans. J'ai fait mon deuil depuis longtemps. Enfin, elle s'est interrompue puis a repris. J'ai fait mon deuil du mariage. Pas forcément de l'idée d'avoir quelqu'un. Mais quand tu bâtis un empire, Olivier, tu n'as pas beaucoup de temps pour les sentiments. Les gens pensent que le succès apporte le bonheur. Ce n'est pas vrai. Le succès apporte du succès et beaucoup de solitude. Ces mots ont résonné en moi. J'ai réalisé pour la première fois que Solange n'était pas juste une patronne intimidante. Elle était une femme, avec ses failles, ses regrets, ses peurs. Vous ne vous sentez pas seul? Ai-je osé demander. Elle a tourné la tête vers moi, et nos regards se sont croisés. Dans la lumière dansante du feu, ses yeux étaient différents, plus doux, plus vulnérables. Tout le temps, sa voix n'était qu'un murmure, mais je ne peux pas me permettre de le montrer. Les gens ne respectent pas la vulnérabilité dans le monde des affaires. Ils l'exploitent. Vous n'avez jamais envie de baisser la garde? Elle a souri tristement. Avec qui? Tous mes contacts sont professionnels. Mes amis d'avant ont disparu il y a longtemps. Ma famille me trouve trop distante. Et mes employés? Elle a marqué une pause. Mes employés me voient comme une machine. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté doucement. Enfin, je ne vous vois pas comme ça. Vraiment? Elle a incliné la tête. Et comment me vois-tu, Olivier? C'était la première fois qu'elle me tutoyait. Le changement était subtil mais monumental. J'ai dégluti. Je vous vois comme quelqu'un d'incroyablement compétent, déterminé, et oui, parfois intimidant. Mais je vois aussi quelqu'un qui se bat tous les jours pour maintenir une perfection impossible. Et je me demande parfois, je me suis arrêté, réalisant que j'allais trop loin. Quoi? A-t-elle insisté? Continue. Je me demande si vous êtes heureuse. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Solange m'a fixé longuement et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu ses yeux briller. Pas de larmes, mais quelque chose de proche. Non, a-t-elle fini par dire. Je ne le suis pas. Le feu crépitait, la tempête rugissait dehors, et dans ce petit chalet perdu au milieu de nulle part, les murs que Solange avait passé des années à construire autour d'elle commençaient à se fissurer. « Pourquoi tu me demandes ça ?» a-t-elle murmuré. « Pourquoi est-ce que ça t'importe ?»« Parce que
J'ai cherché mes mots, parce que vous méritez d'être heureuse. Vous êtes brillante. Vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire. Mais, à quoi ça sert si vous êtes malheureuse? Elle a ri, mais c'était un rire étranglé, presque douloureux. Tu es bien naïf, Olivier. Le bonheur n'est pas une option pour des gens comme moi. J'ai fait mes choix. J'ai sacrifié ma vie personnelle pour ma carrière. C'est le prix à payer. Mais ça ne doit pas être permanent. Ma voix était plus ferme maintenant. Vous pouvez encore changer les choses. Comment? En trouvant un homme qui acceptera de jouer les seconds rôles derrière mon travail? En espérant qu'il ne me reprochera pas mes horaires impossibles et mes priorités décalées? Elle a secoué la tête. J'ai déjà essayé, Olivier. Ça ne marche pas. Peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Elle m'a regardé intensément, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Et qui serait cette bonne personne selon toi? Quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un qui accepte mes exigences et ma froideur? Quelqu'un qui... Elle s'est interrompue brusquement, comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Le silence est retombé, lourd et chargé. Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit tourbillonnait. Étais-je en train de sous-entendre quelque chose? Était-elle en train de sous-entendre quelque chose? C'était impossible. Elle était ma patronne. Elle était Solange Dumas, inaccessible et intouchable. Et pourtant, là, dans ce chalet, enveloppés dans nos couvertures respectives, face au feu qui nous réchauffait, nous n'étions plus une patronne et son assistant. Nous étions juste deux personnes seules, bloquées par une tempête, parlant de choses que nous n'aurions jamais osé aborder autrement. « Tu sais quoi, Olivier ?» a-t-elle finalement dit, brisant le silence. « J'ai toujours pensé que tu étais... différent. Différent comment? Tu ne me crains pas comme les autres. Enfin, tu me respectes, mais tu n'as pas peur de me contredire quand tu penses que j'ai tort. Tu me rappelles mes rendez-vous, mais tu oses aussi me dire de prendre une pause. Tu fais ton travail avec une compétence rare, mais tu ne joues pas à l'homme invisible. Tu es présent. » J'ai senti mes joues chauffer, et ce n'était pas à cause du feu. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Elle a souri, un vrai sourire cette fois, sans ironie ni distance. Parfois, le silence est suffisant. Nous sommes restés là, côte à côte dans nos fauteuils, à regarder les flammes. Mes vêtements fumaient doucement en séchant. La tempête dehors semblait s'être légèrement calmée, mais la pluie continuait de tomber avec régularité. « Tu as faim ?» a demandé Solange au bout d'un moment. « Je meurs de faim », ai-je admis. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la kitchenette. « Voyons ce qu'il y a dans les placards. Les propriétaires laissent généralement des provisions pour les urgences. » Elle a ouvert quelques tiroirs et a trouvé une boîte de pâtes, une boîte de sauce tomate et quelques épices. Ce n'est pas gastronomique, mais ça fera l'affaire. Je peux cuisiner, ai-je proposé en me levant toujours enveloppé dans ma couverture. Elle a ri. Olivier, tu es à moitié nu. Assieds-toi, je m'en occupe. Et elle s'est mise à cuisiner. Solange Dumas, la femme qui mangeait des salades commandées chez un traiteur haut de gamme et qui n'avait probablement pas touché une casserole depuis des années, était en train de préparer des pâtes dans un chalet perdu. C'était surréaliste. « Vous savez cuisiner ?» ai-je demandé, incrédule. J'ai fait mes études à l'étranger. J'ai survécu 4 ans avec un budget étudiant. Bien sûr que je sais cuisiner. Elle a mis l'eau à bouillir et a ouvert la boîte de sauce. Je n'ai juste pas le temps de le faire au quotidien. Vous devriez. Pourquoi? Parce que ça vous humanise. Elle s'est retournée vers moi, une cuillère en bois à la main, l'air amusé. Tu trouves que je manque d'humanité, Olivier? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste, vous êtes toujours tellement parfaite, tellement contrôlée. C'est agréable de vous voir faire quelque chose d'aussi simple. Elle a soutenu mon regard un instant, puis a hoché la tête. Peut-être que tu as raison. 15 minutes plus tard, nous étions assis à la petite table en bois, mangeant des pâtes à la sauce tomate dans des assiettes dépareillées. C'était simple, réconfortant et étrangement intime. Nous avons mangé en silence pendant un moment, puis Solange a repris la conversation. « Parle-moi de toi, Olivier. Pas de ton travail. De toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. D'où tu viens? Pourquoi tu as choisi ce métier? Ce que tu veux faire de ta vie? » J'ai hésité, puis j'ai commencé à parler. Je lui ai raconté mon enfance à Marseille, dans une famille modeste mais aimante. Mon père était mécanicien, ma mère enseignante. Ils avaient toujours insisté sur l'importance de l'éducation. J'avais fait des études en gestion à Lyon, et j'avais décroché ce poste d'assistant chez Dumas & Associés 1 an après avoir terminé mes études. Au début, c'était censé être temporaire, un tremplin vers quelque chose de plus ambitieux. Mais le temps avait passé, et j'étais resté. « Pourquoi ?» a demandé Solange. « Pourquoi tu es resté ?» Honnêtement, j'ai pris une profonde inspiration, parce que je vous admire. Vous avez bâti quelque chose d'extraordinaire.
Travailler pour vous, c'est apprendre tous les jours. Et je me suis arrêté, réalisant que j'allais encore trop loin. Et quoi? Et je n'avais pas envie de partir. Je n'ai pas précisé pourquoi. Elle n'a pas insisté. Nous avons fini notre repas et elle a rassemblé les assiettes pour les laver dans l'évier minuscule. « Laisse-moi t'aider », ai-je proposé. « Non, reste assis. Tes vêtements ne sont pas encore secs. » Mais je me suis levé quand même, toujours enveloppé dans ma couverture, et je me suis posté à côté d'elle. Je sèche les assiettes. C'est le moins que je puisse faire. Elle a souri et m'a tendu un torchon. Nous avons travaillé côte à côte en silence. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, ce silence n'avait rien de professionnel. C'était confortable, presque complice. Une fois la vaisselle terminée, nous sommes retournés près du feu. Mes vêtements étaient presque secs, mais il faisait bon près de la cheminée, et ni l'un ni l'autre n'avaient envie de bouger. Solange s'est réinstallée dans son fauteuil, et moi dans le mien. Le feu crépitait doucement, et la tempête dehors semblait s'être calmée. Il ne restait plus qu'une pluie régulière, presque apaisante. « Olivier », a-t-elle dit après un long moment. « Oui, merci. Pourquoi? Pour m'avoir écouté, pour ne pas m'avoir jugé, pour être là. » Sa voix était douce, presque fragile. « Vous n'avez pas à me remercier. Si, j'en ai besoin. » Elle a tourné la tête vers moi, et dans la lumière du feu, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la chaleur, de la reconnaissance, et peut-être autre chose, quelque chose que je n'osais pas nommer. « Tu sais, Olivier, tu avais raison tout à l'heure. Je ne suis pas heureuse. Mais ce soir, elle a marqué une pause. Ce soir, je me sens moins seule. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Moi aussi. Nous nous sommes regardés et le monde autour de nous a semblé se figer. Il n'y avait plus de tempête, plus de chalet, plus de hiérarchie professionnelle. Il n'y avait que nous deux, face à face, dans une bulle de chaleur et de vulnérabilité partagée. « Je ne devrais pas dire ça », a-t-elle murmuré, rompant le charme. « Pourquoi ? Parce que je suis ta patronne, parce que c'est inapproprié, parce que demain nous retournerons à Lyon et tout redeviendra comme avant. Est-ce que c'est ce que vous voulez ?» ai-je demandé doucement. « Que tout redevienne comme avant ?» Elle a détourné le regard. « Je ne sais pas ce que je veux, Olivier. Tout ce que je sais, c'est que ce soir, ici, avec toi, je me sens différente. Je me sens moi-même. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce moment ? » Ma voix était à peine audible. Pourquoi ne pas accepter que, pendant quelques heures, nous ne sommes pas une patronne et son assistant. Nous sommes juste Solange et Olivier. Elle a fermé les yeux, comme si elle luttait contre quelque chose. C'est dangereux, peut-être, mais rester seule toute sa vie, l'est encore plus. Mes propres mots m'ont surpris. Je n'avais jamais été aussi direct, aussi audacieux, mais quelque chose dans cette nuit, dans ce chalet isolé, m'avait libéré. Elle a rouvert les yeux et m'a regardé avec une intensité que je ne lui connaissais pas. « Tu as raison. » Sa voix était ferme maintenant, décidée. « Tu as absolument raison. » Elle s'est levée de son fauteuil et s'est approchée de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Elle s'est arrêtée devant moi, et sans un mot, elle a tendu la main. Je l'ai prise. Sa peau était chaude, douce. Elle m'a aidé à me lever et nous nous sommes retrouvés face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre. « Solange », ai-je commencé. « Chut !» Elle a posé un doigt sur mes lèvres. « Ne réfléchis pas, pas maintenant. » Et elle m'a embrassé. C'était un baiser doux, hésitant au début, comme si elle testait les limites de ce qu'elle s'autorisait. Mais quand j'ai répondu à son baiser, quand mes bras se sont enroulés autour d'elle et que je l'ai attirée contre moi, quelque chose s'est brisé en elle. Le baiser s'est approfondi, devenant plus urgent, plus passionné. Toutes les barrières, toutes les années de distance professionnelle, tous les murs qu'elle avait construits autour d'elle se sont effondrés en un instant. Nous nous sommes embrassés comme si nous étions affamés l'un de l'autre, comme si ce moment était tout ce qui comptait. Quand nous nous sommes finalement séparés, essoufflés, elle a posé son front contre le mien. « Je ne veux pas perdre ça », a-t-elle murmuré. « Cette connexion, cette sensation. Toi, tu ne me perdras pas, ai-je promis. Je suis là, je serai toujours là. » Elle a souri, et c'était le plus beau sourire que j'avais jamais vu sur son visage. Pas le sourire poli de la patronne, pas le sourire professionnel de la femme d'affaires. C'était un sourire vulnérable, heureux, libéré. « Reste avec moi cette nuit », a-t-elle dit. Pas comme « enfin, tu sais, juste, reste avec moi. Je ne vais nulle part. » Nous nous sommes installés sur le grand tapis devant la cheminée, enveloppés dans nos couvertures, côte à côte. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et j'ai passé mon bras autour d'elle. Nous sommes restés là, à regarder le feu danser, à écouter la pluie qui tambourinait doucement sur le toit. C'était paisible, parfait. « Olivier ? Oui ?
Merci d'être entré dans ma vie. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Merci de m'avoir laissé y rester. Nous avons dû nous endormir à un moment donné, bercés par la chaleur du feu et l'épuisement émotionnel de la soirée. Quand je me suis réveillé, l'aube commençait à pointer à travers les fenêtres. La tempête était passée, laissant place à un ciel gris mais calme. Solange dormait encore, blottie contre moi, et je n'osais pas bouger de peur de la réveiller. Elle avait l'air si paisible, si différente de la femme sévère que je voyais tous les jours au bureau. Dans son sommeil, les traits de son visage s'étaient adoucis, et j'ai réalisé à quel point elle était belle, pas seulement physiquement, mais dans sa vulnérabilité, dans son humanité retrouvée. Elle a fini par ouvrir les yeux, et quand elle m'a vu la regarder, elle a souri. « Bonjour », a-t-elle murmuré. « Bonjour. Bien dormi ? Mieux que je n'ai dormi depuis des années. » Elle s'est redressée, passant une main dans ses cheveux légèrement ébouriffés. Pour la première fois, son chignon parfait n'existait plus. Quel serait-il ? J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 7 heures du matin. Il faut qu'on reparte. La route doit être praticable maintenant. Elle s'est levée, et instantanément, j'ai senti un poids tomber sur ma poitrine. La réalité revenait. Le chalet, la tempête, cette nuit magique, tout ça allait prendre fin. Nous allions retourner à Lyon, retourner à nos vies, et je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Solange a dû lire l'inquiétude sur mon visage, car elle s'est agenouillée devant moi et a pris mes mains dans les siennes. « Olivier, écoute-moi, je t'écoute. Ce qui s'est passé cette nuit, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas juste un moment d'égarement. Je le pense vraiment. Moi aussi. Mais nous devons être intelligents. Quand nous rentrerons, il y aura des complications. Les gens vont parler, ils vont juger, et je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je m'en fiche de ce que les gens pensent. Moi aussi, mais elle a hésité. Je dois protéger l'entreprise. Et toi, si nous nous affichons ensemble immédiatement, ça va créer des problèmes. Pour toi surtout. On dira que tu as couché avec la patronne pour avoir des faveurs. C'est ridicule. Peut-être, mais c'est la réalité. Elle a serré mes mains plus fort. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous allons rentrer. Nous allons reprendre nos vies normales, en apparence. Mais en privé, nous allons explorer ça. Toi et moi. Loin des regards, loin des jugements. Et quand le moment sera venu, quand nous serons prêts, nous annoncerons notre relation. D'accord ? J'ai hoché la tête, même si l'idée de devoir cacher ce que je ressentais me déchirait. D'accord. Promets-moi que tu seras patient. Je te le promets. Elle m'a embrassé, un baiser doux et rassurant. Bien, maintenant, allons-y avant que quelqu'un ne se lance à notre recherche. Nous avons rassemblé nos affaires, mes vêtements étaient complètement secs, et nous avons quitté le chalet. La route était détrempée, mais praticable. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, illuminant le paysage d'une lumière douce et nouvelle. Solange a conduit en silence, mais de temps en temps, elle posait sa main sur la mienne. Un geste discret mais chargé de sens. Quand nous sommes arrivés à Lyon, la ville s'éveillait lentement. Solange m'a déposé devant mon immeuble. « À lundi, Olivier. À lundi, Madame Dumas. » Elle a eu un petit sourire en coin. « Solange. Appelle-moi Solange quand nous sommes seuls. »« D'accord. Solange. » Elle a démarré, et je l'ai regardée s'éloigner, le cœur serré. Le week-end est passé dans une sorte de brouillard. J'ai essayé de me distraire, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette nuit dans le chalet, à Solange, à ce que nous avions partagé. Le lundi matin, quand je suis arrivé au bureau, tout était comme avant. Solange était dans son bureau, impeccable dans son tailleur gris, le chignon parfait, le regard professionnel. « Bonjour, Olivier. Mon café, s'il te plaît. » Sa voix était froide, distante, comme si rien ne s'était passé. J'ai préparé son café et le lui ai apporté. Quand je suis entré dans son bureau, elle ne m'a pas regardé. Elle était concentrée sur son écran d'ordinateur. « Merci », a-t-elle dit machinalement. Je suis resté planté là, attendant quelque chose, un signe, un regard, n'importe quoi, mais rien. Elle a continué à taper sur son clavier, m'ignorant complètement. « Ce sera tout, Olivier. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Oui, Madame Dumas. » Je suis sorti de son bureau et j'ai refermé la porte derrière moi. Pendant toute la journée, Solange est restée froide, professionnelle, distante. Elle m'a donné des ordres, validé des dossiers, mené des réunions, comme si de rien n'était. Et moi, je me suis senti trahi. Avais-je rêvé? Avais-je imaginé toute cette connexion? Le soir, quand tout le monde est parti, je suis resté dans mon petit bureau, fixant mon écran sans vraiment le voir. J'étais sur le point de partir quand la porte de mon bureau s'est ouverte. Solange est entrée. Elle a refermé la porte derrière elle et a tourné le verrou. « Olivier ?» Sa voix était différente, douce, vulnérable. « Je suis désolé. »« Désolé pourquoi ?»
Ma voix était plus amère que je ne l'aurais voulu. Pour aujourd'hui, pour ma froideur, elle s'est approchée de moi. Je devais jouer le jeu. Les gens nous observent. Ils cherchent des signes. Si j'avais été différente avec toi, ne serait-ce qu'un peu, ils l'auraient remarqué. Je comprends. C'était un mensonge. Je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais intellectuellement, mais émotionnellement, c'était trop dur. Non, tu ne comprends pas. Elle a pris mon visage entre ses mains. Mais tu vas comprendre, parce que je vais te le montrer. Et elle m'a embrassé. Un baiser passionné, désespéré, qui disait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire pendant la journée. Quand nous nous sommes séparés, elle a posé son front contre le mien. Je pense à toi tout le temps. Cette nuit dans le chalet, c'était la nuit la plus vraie que j'ai vécue depuis des années. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Promets-le-moi. Je te le promets. Les semaines qui ont suivi ont été une danse étrange entre deux mondes. Pendant la journée, au bureau, Solange était ma patronne. Froide, exigeante, professionnelle. Nous ne nous permettions aucune familiarité, aucun geste qui aurait pu trahir notre secret. Mais le soir, quand tout le monde était parti, ou les week-ends, c'était différent. Nous nous retrouvions chez elle, dans son appartement haussmannien,